Bonjour à tous, bienvenue chez Payfit. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui dans nos locaux. Je ne sais pas si c'est la première fois pour vous ou pas que vous êtes ici, mais en tout cas, on est vraiment content de passer cette matinée, ce début de matinée avec vous. Aujourd'hui, on va vous parler de l'arrivée d'un nouveau collaborateur. C'est un sujet finalement qu'on va tous vivre à un moment ou à un autre. Et donc, il y a des bonnes pratiques à avoir en tête, que ce soit en termes juridiques, mais aussi d'un point de vue RH sur l'expérience qu'on veut offrir finalement à ce nouveau collaborateur. Rapidement, pour nous présenter, Marine, peut-être que tu veux te présenter. Alors moi, je ne suis pas payfiteuse. Je travaille, je suis avocate en droit social et j'ai cofondé une solution qui s'appelle Canoun, qui est propulsée par une legal tech qui s'appelle Legal Place aujourd'hui, qui accompagne des milliers d'entreprises dans leur création et leur développement. Et on a créé un partenariat avec Payfit pour pouvoir accompagner les entreprises, quelle que soit leur taille, dans tous leurs besoins juridiques, RH. Donc ça veut dire gestion individuelle du salarié, donc l'embauche, comme on va en parler aujourd'hui, jusqu'à la rupture, et puis également tout l'environnement collectif autour de la gestion du CSE, et puis tout le cadre juridique le plus sain et épanouissant possible que vous pouvez donner à vos salariés avec un prisme juridique, qui est essentiel en fait dans quelles que soient les décisions RH qu'on a à prendre au quotidien. Voilà. Et donc pour ma part, je suis payfiteuse, je m'appelle Clotilde et je suis en charge de tous les sujets qui sont liés au fulfillment et au développement de nos payfitters. Donc le fulfillment, c'est un terme qui est très important chez Payfit, c'est finalement l'épanouissement de nos salariés. Et donc il y a plein de sujets dans ce périmètre qui sont l'onboarding évidemment, la formation, la gestion de carrière, tous nos sujets aussi de diversité et d'inclusion. Donc voilà, beaucoup de sujets qui nous permettent aujourd'hui d'offrir un cadre épanouissant pour nos employés. Ce que je vous propose déjà, c'est peut-être de commencer avec quelques chiffres clés sur justement l'intégration d'un nouveau collaborateur. Aujourd'hui, si on estime que c'est un sujet qui est clé, c'est parce qu'on voit qu'il y a un fort impact lorsque l'on accueille un collaborateur. Déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une intégration ratée peut coûter jusqu'à 7 000 € à votre entreprise. Donc 7 000 €, ça comprend les coûts de recrutement, les coûts d'intégration. Donc il y a quand même un impact financier très fort et donc on a tous intérêt à ce que cette intégration se passe bien. La période d'essai aussi qui est très importante, un salarié sur deux songe à quitter l'entreprise qu'il vient de rejoindre pendant cette période. On a aussi un devoir de rendre cette expérience la plus positive possible pour que justement on offre un cadre sécurisant, un cadre qui donne envie de rester et éviter un départ pendant cette période. Et enfin, chiffre intéressant, 83% des entreprises ne se sentent pas toujours prêtes au moment d'accueillir un nouveau collaborateur. Malgré tout ce qu'on a mis en place, finalement, la veille ou le jour J, lorsqu'on accueille quelqu'un, on se rend compte qu'on a peut-être oublié quelque chose. Est-ce qu'on finalement on a bien vérifié le matériel? Est-ce qu'on a bien communiqué l'heure d'arrivée? Tout simplement, parfois on oublie. Et donc, ça montre à quel point il est important aujourd'hui de préparer cette arrivée. Un autre chiffre que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 12% des salariés interrogés dans une étude estiment que leur expérience d'onboarding n'était pas réussie. Donc, vous voyez, il y a quand même de fortes attentes auxquelles il faut répondre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on aimerait aussi vous partager quelques bonnes pratiques. Vous en connaissez sûrement déjà beaucoup, mais c'est toujours bien de les rappeler. Et puis peut-être d'autres auxquelles vous n'avez pas pensé et qu'on sera content de vous présenter. Mais avant de parler vraiment de ce qu'on peut faire, c'est intéressant de revoir les enjeux justement de l'onboarding. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de donner ce sentiment d'être accueilli, d'être attendu, puisqu'on intègre une culture, on intègre un nouveau cadre, de nouvelles valeurs. Et donc, le rôle, nous, que l'on a lorsqu'on accueille une personne, c'est de donner ce sentiment d'être attendu et d'être accueilli. Ensuite, il y a évidemment
connaître l'environnement. Donc connaître l'environnement, c'est finalement comprendre là où on arrive. On a eu des échanges pendant son processus de recrutement. On va avoir beaucoup d'entretiens qui vont nous permettre peut-être de mieux comprendre le poste qu'on rejoint. Mais finalement, l'entreprise en tant que telle, on va vraiment la comprendre et la connaître lorsque l'on arrive. Et donc, l'enjeu de l'onboarding, c'est de donner ces clés le plus rapidement possible pour éviter ce sentiment parfois d'être un peu perdu lorsqu'on rejoint une nouvelle entreprise. Ensuite, et ça c'est un point très très important, c'est de comprendre les attentes. Puisqu'on peut parfois penser que finalement on a eu les entretiens, on a été clair sur le poste, on a été clair sur la feuille de route, mais il est quand même extrêmement important dès le départ de poser les choses avec ce nouveau collaborateur ou cette nouvelle collaboratrice, de réexpliquer finalement la job description. Ok, on en a parlé peut-être il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc de reposer les bases, de rapidement parler des objectifs aussi, puisque finalement donner les objectifs, c'est donner un cadre et on sait là où on va être attendu et comment ils vont être mesurés. Enfin, un point important auquel on ne pense pas toujours, mais c'est les outils. Pour réussir aussi sa prise de poste, il faut avoir les outils qui nous permettent finalement de pouvoir travailler de façon efficace, de façon correcte. Alors nous, on aime bien chez Payfit des outils collaboratifs pour communiquer au quotidien, mais ça peut être aussi très lié finalement à la nature de votre activité. Je suis sûre des outils que vous utilisez plus que d'autres. Et donc ça, c'est important aussi de les donner dès le départ, d'équiper en fait votre nouveau collaborateur avec ces outils. Et puis, sécuriser l'embauche. Marine ? Sécuriser l'embauche, évidemment. Alors l'idée, c'est pas de complexifier le parcours d'intégration, c'est juste d'avoir des réflexes, des automatismes qui en fait, une fois qu'on a défini une checklist de ce qu'il faut justement valider avec le candidat, puis avec le salarié à son arrivée, et tout se passe beaucoup plus simplement. Voilà. Donc c'est vraiment cette idée de pouvoir se poser les bonnes questions au bon moment pour éviter des problématiques qui seraient plus complexes ultérieurement. Voilà. On va commencer par là, justement, les obligations juridiques. Les obligations juridiques, il y en a déjà avant l'embauche, c'est-à-dire à l'état pas de sélection du candidat, parce que ce serait presque une autre thématique, mais vous avez trouvé le candidat, il n'est pas encore arrivé dans les locaux, et vous devez vous poser quelques questions. Alors, il y a des questions, ça va très vite. Les 2 premières, par exemple, on est sur une notion très administrative. L'âge du salarié. Bon, en général, je le rappelle très rapidement, aujourd'hui, on ne peut pas faire travailler, ça n'arrive pas tous les jours, moins de 14 ans impossible. Entre 14 et 16 ans, si vous avez besoin pour l'été, ce n'est pas non plus très évident, c'est que pendant les vacances scolaires et ça sera avec l'autorisation d'inspection du travail. À partir de 16 ans, là, on retrouve une marge de manœuvre. En revanche, il faut impérativement la signature, parce que la personne n'est pas majeure, la signature d'un représentant légal entre 16 et 18 ans. Voilà. L'autorisation de travail. Alors là, on rentre sur quelque chose d'un petit peu plus, je dirais, déjà fréquent, parce qu'il y en a beaucoup maintenant. On est dans une liberté de circulation absolue, on le voit, et sur des postes dans les entreprises où on ne trouve pas nécessairement de main-d'œuvre en France. Et donc, très naturellement, elle va venir de l'étranger. Et la question de l'autorisation de travail, elle est absolument essentielle. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez, alors attention, déjà salariés étrangers, ce n'est pas tous les salariés étrangers. Salariés dans l'Union européenne, dans ce qu'on appelle l'espace économique européen, la Suisse, pas de souci, liberté de circulation de travail. On parle de salariés qui sont hors des zones que je viens de définir. Là, vous devez nécessairement, et pas le jour de l'embauche, bien avant, demander à ce futur salarié son titre de séjour qui vaut autorisation de travail. Tous les titres de séjour ne valent pas autorisation de travail. Voilà. C'est simple, c'est inscrit sur le titre de séjour. Donc vous demandez une copie de ce titre de séjour qui vaut autorisation de travail et vous le conservez dans vos dossiers. Ce n'est pas suffisant. Le titre de séjour qui vaut autorisation de travail, il va falloir à minima 2 jours avant la date de prise de poste, envoyer par un petit mail avec en pièce jointe la petite photocopie du titre de séjour à la préfecture
pour leur demander de valider l'authenticité de ce titre de séjour. Voilà. C'est absolument obligatoire. Et ce n'est pas compliqué. Un petit mail à la préfecture. Et puis si vous n'avez pas de réponse de la préfecture, dans ces cas-là, vous pouvez considérer que c'est OK. Ça, c'est le cas. Vous avez cette copie, vous faites la vérification, tout va bien. Il y a effectivement des cas où vous avez une personne qui n'a pas d'autorisation de travail. Là, vous rentrez dans une procédure, et je ne vais pas m'étendre, mais ce que vous devez retenir, c'est que c'est une procédure donc où vous allez devoir faire une demande auprès du ministère de l'Intérieur, qui peut être relativement longue et complexe, qui peut prendre jusqu'à plusieurs mois. La procédure va dépendre notamment d'une notion de est-ce que vous êtes sur un poste avec un flux tendu ou pas. Voilà. On le sait, je vous donne un exemple de développeur par exemple. Là, on est complètement sur du flux tendu, donc on a une procédure qui va être un petit peu plus simple et un petit peu plus courte, voilà, pour obtenir ce fameux titre de séjour qui vaut autorisation de travail. Sur d'autres postes où on considère qu'il y a une main-d'œuvre française à disposition, là, il va falloir prouver, justifier que vous avez fait des démarches auprès du Pôle emploi, que vous avez reçu certes des candidatures, mais qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitez. Voilà. Donc ça peut prendre entre 1 voire 3 mois. Donc, si le candidat a été sélectionné, il vous plaît, faites-le. Sachez qu'il ne pourra absolument pas travailler avant que tout ça ait été régularisé. Troisième élément, la clause de non-concurrence. Ça, on a parfois tendance à l'oublier parce qu'on peut même considérer que c'est un petit peu intrusif d'aller demander au salarié ce qu'il a pu faire avant et s'il avait une clause ou pas. Et pourtant, c'est essentiel. La clause de non-concurrence, il y a plusieurs manières de le traiter. Vous pouvez avoir un salarié qui n'est plus en poste au moment où vous l'embauchez. Dans ces cas-là, c'est très simple pour lui de le vérifier, parce que s'il a une clause de concurrence qui a été activée, il continue à recevoir un bulletin de paye tous les mois avec indemnité de non-concurrence ou contrepartie pécuniaire. Parce que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, elle est soumise à charge sociale. Donc il a un virement sur son compte bancaire et un bulletin de paye qui l'atteste. Donc il doit pouvoir très facilement vous dire « oui, je suis sous une clause de non-concurrence ». Voilà. Après, si c'est le cas, il va falloir creuser sur comment a été rédigée la clause de non-concurrence pour que vous puissiez voir si effectivement vous êtes dans le cadre de la clause de non-concurrence qui s'applique et donc si vous êtes limité dans la capacité à l'embaucher. Deuxième possibilité, c'est qu'il soit en poste aujourd'hui et qu'il attende même votre offre pour démissionner. Voilà. Dans ces cas-là, la clause n'est pas activée. En revanche, il faut lui poser la question pour savoir si la clause existe. Et puis, il va falloir vérifier donc si la clause existe. Ça peut être dans un contrat de travail, ça peut être aussi dans un avenant ultérieur au contrat de travail. Donc, double check de sa part. S'il y a une clause, il va bien falloir regarder si elle est dans un emploi qui va correspondre au poste que vous le proposez. Vous savez, la clause de non-concurrence, elle doit être limitée géographiquement. Il travaillait, disons, dans le sud de la France, avec une clause de concurrence qui est limitée à l'Occitanie. Si vous l'embauchez sur Paris, et qu'il sera lié à une zone d'exécution de ses fonctions sur Paris, pas de difficulté. Voilà. C'est ce type de choses qu'il faut vérifier. Donc vous pouvez lui demander, il n'est pas rare, et moi je le vois en qualité d'avocate, que j'ai à vérifier des clauses de non-concurrence qui me sont envoyées par le futur nouvel employeur pour me dire si la clause du candidat correspond au poste qui va être occupé et si elle est valable. Ça, c'est un autre élément super important. Voilà. Il y a beaucoup de nos clauses de concurrence sur des contrats de travail qui ne sont pas valables. Donc, si effectivement la clause de concurrence qui est dans le contrat de travail de votre futur employé n'est pas valable, là, vous avez un petit peu plus de flexibilité pour pouvoir l'embaucher. Mais attention, gérez votre risque. Voilà. Parfois, on est dans une zone grise. Ce n'est pas forcément valable, pas valable. On est dans une zone où on ne sait pas totalement. Voilà. Donc tous ces éléments, il faut absolument les vérifier. Et puis si vous n'avez pas pu les vérifier, passez par l'offre d'embauche avec une condition suspensive. Voilà. Et même si vous l'avez vérifié, parce que vous pouvez vous retrouver avec une clause, disons, valable ou vous n'avez pas tellement. Et puis finalement, vous n'avez toujours pas ce que l'employeur, son ex-employeur va faire. Est-ce qu'il va l'activer ou pas? Voilà. Donc il a toujours la capacité de négocier auprès de son employeur la capacité de lever la clause de concurrence, mais il faut que vous puissiez vous en prémunir. Donc avec une offre d'embauche qui indique que
Si la clause de concurrence est active, vous ne pourrez pas l'embaucher. Voilà. Ça marche très bien et ça vous permet de vous en prémunir et de le vérifier au moment où vous le recrutez, au moment où il arrive dans les locaux. Alors ça, je vous en parle, c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous dire, bah moi à la limite, c'est pas ma clause. Hein. Moi, je fais qu'embaucher un salarié. S'il a une clause, c'est son problème. Eh bien non. La réalité, c'est que effectivement, le salarié en question va avoir des problèmes avec son ex-employeur au titre de la violation de la clause de concurrence. Ça, c'est assez automatique. Hein, pour un conseiller de prud'homme, c'est assez facile pour l'employeur d'obtenir. Mais il va également venir vous chercher en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce. Et ça, c'est une réalité vécue. Donc faites attention. En plus de l'image dégradée que ça puisse générer sur le respect des process. Ensuite, priorité, tout ce qu'on appelle priorité de réembauche. Faites attention. Alors là, ce n'est pas nécessairement lié au candidat, mais c'est plutôt lié à l'environnement de travail tel qu'il existe. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des priorités pour des salariés qui sont déjà dans votre entreprise. Il va falloir leur proposer avant de prendre le candidat que vous avez identifié sur le poste. Je vous donne quelques exemples. Un salarié qui est à temps partiel a une priorité pour un temps plein. Donc si vous recrutez sur un poste à temps plein, vous devez, avant de proposer à ce candidat, le proposer à votre salarié en interne. Autre exemple, s'il y a eu un licenciement économique dans l'entreprise, il y a une priorité de rembauchage pour un salarié qui a été licencié économiquement. Il n'est plus dans la société, mais il a quand même droit qu'on lui propose de manière prioritaire le poste. Donc il faut l'appliquer. Voilà. Et puis un autre exemple, quand même, qui arrive, c'est quand on est dans une procédure de licenciement pour inaptitude en interne. Vous savez qu'on a des obligations de reclassement. Voilà. On doit proposer tous les postes disponibles. Donc c'est le salarié qui est en procédure d'inaptitude à qui on va devoir proposer prioritairement le poste avant de proposer à un candidat externe. Voilà. Là, on passe à une nouvelle étape. Vous avez fait ces vérifications et là, vous en êtes à vraiment l'intégration du salarié, avec toujours ce prisme juridique. Quelle forme je vais donner à cette entrée en poste? Donc, il y a plusieurs pratiques. Il y a des entreprises qui utilisent l'offre d'embauche avant et puis après un contrat de travail. Donc, il ne faut pas se contenter de l'offre d'embauche. Hein. L'offre d'embauche, c'est dans un premier temps, puis contrat de travail derrière. Et puis d'autres entreprises qui vont directement au contrat de travail. Il n'y a pas de bonne et mauvaise méthode. En revanche, il y a quelques clés et limites. Ce qui est important de retenir, c'est que l'offre d'embauche, alors c'est très court, donc ça se mérite de pouvoir être rédigé très vite. Donc si vous avez un candidat là et vous voulez vous assurer très vite qu'il peut accepter, passer par la phase contrat de travail, vous allez être obligé de réfléchir à quelle durée du travail je vais lui mettre, quelle clause spécifique, est-ce que je lui mets une clause en concurrence ou pas, qu'est-ce que je fais en propriété intellectuelle. Ça peut être chronophage. Donc l'offre d'embauche, c'est finalement quelques mentions suffisantes pour remporter son adhésion. Voilà. Donc pourquoi pas. En revanche, ce que je vois quand même dans la pratique, c'est qu'il y a pas mal de candidats qui ne se suffisent pas de l'offre d'embauche pour démissionner, qui veulent directement le contrat de travail. Donc ça serait dommage de passer à côté d'un bon candidat parce que l'offre d'embauche, ça ne lui suffit pas. Parfois, ils aiment bien savoir directement, exactement à quelle sauce vous allez les embaucher. Donc, zappez l'offre d'embauche et passez directement au contrat de travail. Et puis également, attention, parce qu'on voit parfois des offres d'embauche qui sont faites un peu rapidement, en se disant on verra après, et puis des contrats de travail qui disent l'inverse de l'offre d'embauche, ou des choses un peu incohérentes. Alors là, il n'y a rien de pire. Donc, posez-vous quand même pour bien rédiger une offre d'embauche sur quelle classification je vais donner, quel statut, quel salaire, des choses relativement basiques sur le poste même, voilà, le titre du poste. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est dans le contrat de travail, c'est toujours bien de rajouter cette petite mention en bas sur le fait que ça annule et remplace toute disposition antérieure que vous auriez signée avec le salarié. De cette manière, l'offre d'embauche, voilà, n'existe plus. Donc, parce que ce qu'il faut retenir quand même, c'est un principe en droit du travail absolu, le doute profite toujours au salarié. S'il y a une incohérence, c'est ce qui sera plus favorable au salarié qui s'appliquera. Donc, faites en sorte de supprimer l'offre d'embauche pour que le contrat de travail, lui, s'applique.
Type de contrat, j'en parle très très vite. Vous le savez, il y a 2 types de contrats principaux en France. Il y a le principe. Le principe, c'est le CDI. Et puis, il y a l'exception, je dirais, qui est le contrat à durée déterminée. Contrat à durée déterminée, des motifs de recours très stricts. La pratique qui consiste à se dire « je ne suis pas sûr de la pertinence et de la compétence du salarié, donc je vais faire un CDD pour le tester », ce n'est pas une bonne pratique. Voilà. Il y a des périodes d'essai pour ça. Et en plus, on a des périodes d'essai maintenant qui peuvent être relativement longues, donc profitez-en. Voilà. Et en plus, si vous faites un CDD, vous ne pourrez pas remettre une période d'essai dans le CDI. Donc moi, ma recommandation, c'est de proscrire les CDD test. Voilà. Passer par des CDI avec des bonnes périodes d'essai bien rédigées et bien pilotées. Et ça fonctionne bien. Attention, si vous avez fait un CDD ou un stage avec la personne avant de l'embaucher en CDI, ça a un impact, ça a un double impact sur la durée de la période d'essai, on en a parlé, même pour les stagiaires, dans certains cas, les stagiaires qui étaient là 3 mois avant l'embauche et qui sont sur des fonctions identiques dans le cas de leur stage que du poste, il y a un impact direct sur la période d'essai. Parfois, il n'y a pas de période d'essai parce qu'il y a eu un stage avant. Voilà. Donc, prenez-le en compte. L'ancienneté aussi, il y a une reprise de l'ancienneté, y compris pour des stagiaires, dans la mesure où leur stage a été supérieur à 2 mois, ça vient se rajouter à l'ancienneté qui va être acquise dans le cadre du CDI. Salaire. Important, toujours la question de la détermination du salaire. La détermination du salaire, elle se base sur, je dirais, 2 réflexes importants. Évidemment, le réflexe, c'est l'individuel. Comment est-ce que je vais définir le salaire de mon salarié? Ça demande de réfléchir avant tout à la classification conventionnelle. Voilà. Définir un salaire seul ne sera pas suffisant pour avoir une bonne méthode. Alors souvent, d'ailleurs, c'est le critère principal, c'est le salaire et ensuite la classification. Mais la classification et la durée du travail sont des notions importantes et vous devez trouver une totale cohérence entre votre salaire, votre classification conventionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un statut plus une position, et puis la durée du travail. Voilà. Ça doit marcher ensemble. Voilà. Donc, quand vous avez déterminé le poste et vous avez défini le salaire, faites un petit check sur la classification conventionnelle. Voilà. Qu'est-ce que dit la position? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je ne peux pas aller un peu au-dessus, un peu en dessous? Ça, c'est important. Volet individuel. Maintenant, le volet collectif, extrêmement important, vous le savez. Quand vous avez des salariés qui ont des fonctions qu'on appelle équivalentes, on est sur un principe d'égalité de traitement. Ça prend de plus en plus d'importance, ce principe d'égalité de traitement. Donc, il ne faut pas le considérer comme secondaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que vous ayez des grilles de salaire en interne. En fait, c'est la meilleure pratique possible. C'est que vous ayez pour chaque plus ou moins fonction, dans chaque équipe, des salaires et donc que vous puissiez être à même de recruter sur un salaire équivalent. Sinon, on pourrait être amené à vous le reprocher. Ça va quand même maintenant relativement loin. Il y a une jurisprudence de juin 2022 qui est venue se prononcer sur le fait qu'un diplôme n'était pas nécessairement un critère suffisant pour donner un salaire différent à l'embauche. Voilà. Il faut pour l'entreprise prouver que le diplôme permet des connaissances utiles à l'exercice du poste et c'est pour ça que le salarié sera payé plus. Voilà. Donc il faut quand même le manier avec précaution, ce principe d'égalité de traitement et voilà, c'est important à l'embauche d'avoir cette vision collective. Et là après vous allez rentrer dans le contrat de travail même et les clauses. Alors très rapidement, il y a des clauses obligatoires. Donc, nécessairement, vous allez discuter de durée du travail, vous allez parler de lieu de travail, vous allez parler de classification, on va parler. Et ça, et encore plus pour le CDD, hein, où il y a des mentions obligatoires à indiquer dans le CDD. Et puis, après, vous avez un ensemble de clauses facultatives. Alors, qui sont des clauses du type la clause d'exclusivité, du type la clause de propriété intellectuelle, le droit à l'image, etc. Donc, la bonne pratique, c'est évidemment pas d'aller réécrire intégralement, à chaque fois que vous avez un nouveau salarié, un contrat. Voilà. Vous avez probablement un type de contrat qui fonctionne bien. Mais en revanche, la bonne pratique, c'est pas
non plus de faire un copier-coller systématique du contrat du salarié d'avant pour se dire ça marchera pour le prochain, je change juste le nom, prénom, et puis éventuellement juste la durée du travail. Parce qu'en fait, vos clauses, elles interagissent entre elles. Voilà. Donc faites vraiment attention. Je vois beaucoup de copier-coller malheureux qui peuvent donner deux conséquences. Il y en a une première, c'est que vous allez l'envoyer à votre candidat ou votre nouveau salarié qui va se rendre compte qu'en fait, ça ne marche pas, c'est pas conforme. Bon là, en termes d'image et d'intégration, c'est quand même pas génial. Voilà, parce que ça donne pas une crédibilité dingue dans les premiers jours. Voilà. L'autre élément, c'est que personne ne voit. C'est signé. Vous avez laissé une petite phrase sur une prime que vous aviez d'un commercial avant, et puis vous avez enlevé probablement un petit peu, mais vous avez laissé une phrase malheureuse. Voilà. Vous avez voulu mettre une clause en concurrence, puis vous avez oublié, mince, la petite phrase sur l'indemnité ou sur la zone géographique d'application. Et là, vous vous retrouvez avec un contrat qui est juridiquement faux et qui peut, même des années après, vous poser problème. Donc ça veut dire quoi? Et nous, c'est pour ça que chez Canoun, on a un outil qui permet de se poser exactement les bonnes questions, essentielles, à chaque fois, pour pouvoir générer un contrat de travail qui correspond exactement aux besoins, en fait. Voilà. Donc c'est les seules questions pertinentes que je dois me poser pour conclure un contrat de travail qui n'est pas totalement différent du précédent, mais qui doit, sur certains points quand même, demander une ingénierie juridique. Voilà. Simple, mais essentiel. Un point plus administratif, les obligations administratives à l'embauche. Donc là, le salarié est en place et il y a un certain nombre de procédures que vous ne pourrez pas éviter. La DPAE, bon, vous le savez, je ne vous apprends rien. Ce que je vous rappellerai juste, c'est que la DPAE, c'est absolument essentiel et vous devez le faire avant l'arrivée du salarié. C'est au plus 8 jours avant jusqu'à la veille de l'arrivée. Et sinon, c'est du pénal à la clé. Donc, ce n'est pas rien, parce que c'est considéré comme du travail illégal, en fait. Voilà. Visite de médecine du travail. Donc ça, via la DPAE, vous déclarez, mais vous devez aussi prendre contact avec votre médecine du travail pour que le salarié puisse passer sa visite dans les 3 mois de l'embauche. Alors attention, c'est plus totalement systématique. Il y a une réforme de la médecine du travail. Dorénavant, il y a quand même pas mal d'exceptions à la visite médicale. Ce n'est pas à vous d'en juger. C'est la médecine du travail qui déterminera si oui ou non va voir le salarié. Notamment si le salarié a travaillé sur un poste identique précédemment et qu'il a une visite médicale dans les 5 dernières années, il ne repassera pas forcément de visite médicale. Voilà. Mais donc vous inquiétez pas s'il n'y a pas de visite, mais en tout cas, faites votre démarche auprès de la médecine du travail. Inscription sur le registre du personnel. Le registre du personnel, c'est essentiel dès le premier salarié. Donc c'est un registre physique ou dématérialisé. Si vous le dématérialisez, il faut absolument que ce soit indélébile, il faut que ce soit chronologique, parce que c'est à disposition de l'inspection du travail et qu'évidemment, l'idée n'est pas que vous puissiez le modifier à tout moment pour faire des rectifications. Et puis, chaque embauche d'un salarié, vous rajoutez une ligne et il y a des mentions obligatoires sur le registre du personnel. Les stagiaires aussi doivent apparaître sur le registre du personnel. Merci. Adhésion mutuelle prévoyance, ça c'est absolument essentiel. La mutuelle c'est obligatoire, vous le savez. La prévoyance ne l'est pas, mais les conventions collectives l'imposent très souvent. Si vous êtes sur bureau d'études techniques par exemple, il y a une prévoyance et il faut dans les 2 cas pouvoir inscrire le salarié. Alors pas seulement, je rappellerai quand même qu'il y a un mécanisme et un cadre juridique à donner pour la mutuelle et prévoyance. Il faut nécessairement qu'il y ait dans l'entreprise un document de mise en place de cette mutuelle et de cette prévoyance, donc 2 documents. Ça passe le plus souvent par ce qu'on appelle une décision unilatérale, donc c'est une note de service de l'employeur. C'est essentiel parce que c'est ce qui va permettre de bénéficier des exonérations de cotisations sociales. Donc il faut une décision unilatérale, il faut que le salarié en ait copie, que vous puissiez avoir la preuve que ça lui a été donné et que vous le conserviez bien dans vos fichiers. Si vous avez un contrôleur SAF, il faudra leur montrer. Voilà. Donc ça, c'est important pour les 2, mutuelle et prévoyance. Indemnité de transport. Bon, l'indemnité de transport, on parle notamment des frais d'abonnement, transport en commun. La prise en charge est obligatoire, minimum 50% des frais d'abonnement.
quel que soit le lieu de résidence du salarié. Il y a des questions qui se posent en ce moment autour du télétravail. Je suis en télétravail régulier, j'habite à l'autre bout de la France. Est-ce qu'il faut payer? La réponse est oui, aujourd'hui. Donc ça peut coûter cher. Donc là, vous devez aussi rentrer en ligne de compte, et c'est important, dès l'embauche, de se dire, si le salarié a une résidence loin, qu'il veut un télétravail, dans l'absolu, ça ne vous pose pas de problème parce qu'il pourra quand même collaborer avec les équipes, que vous lui faites confiance. Très bien. Pensez frais aussi. Voilà. Vous allez lui rembourser les 50% des frais d'abonnement. Donc train, plus métro, s'il prend le train plus métro. Parfois tramway, plus train, plus métro. Voilà, ça arrive. C'est vraiment des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, qu'on ne rencontrait pas il y a quelques années. Ce qui n'est pas le cas si c'est du télétravail total, évidemment. Où là, s'il vient à des réunions professionnelles, vous serez plus sur un mécanisme de remboursement de frais professionnels. Voilà. Je vous indique juste qu'il y a eu une loi cet été rectificative de la loi de finances qui permet de prendre en charge avec une exonération de cotisation sociale jusqu'à 75% des frais d'abonnement, alors qu'avant l'exonération était limitée jusqu'aux 50%. C'est facultatif, vous pouvez rester aux 50%, mais vous avez la possibilité, dans le cadre des mesures sur le pouvoir d'achat, de pouvoir verser plus aux salariés sur ce remboursement frais de transport. Et enfin, j'en terminerai là, focus sur la première embauche, si certains d'entre vous en sont à ce stade. Puis pour les autres, ça fera une piqûre de rappel. Première embauche, ça veut dire qu'il y a quand même quelques éléments nécessaires à mettre en place, qu'on doit mettre en place dès le premier salarié. Donc même si après vous ne l'avez pas fait, rectifiez-le vite. Bon, détermination de la convention collective, ça de toute façon, pour émettre vos bulletins de paie, vous l'avez probablement déterminé. Attention, une convention collective, ce n'est pas basé sur un code APE. Voilà, c'est faux. C'est basé sur une activité réelle de l'entreprise. Voilà. Ça, c'est essentiel, parce que souvent, l'INSEE va vous donner un code APE. Qu'est-ce qu'ils vont prendre en compte? Ils vont prendre la première ligne de l'objet social dans vos statuts. C'est tout. C'est tout. Donc parfois, ça peut tomber complètement à côté. Donc posez-vous la question de l'activité réelle principale de l'entreprise, et c'est ça qui va déterminer votre convention collective. Autre élément important en termes de formalisme, un salarié, ça veut dire des affichages obligatoires, nécessairement. Des horaires de travail, c'est une notice sur les congés payés, le numéro de l'inspection du travail, le défenseur des droits. Il y a des éléments qui doivent être obligatoirement affichés dans l'entreprise. Voilà. Et puis qui peuvent être sur votre réseau social interne aussi, c'est plutôt une bonne pratique. Voilà. Et puis, un document qui fait un petit peu peur, mais qui en fait peut se faire de manière pas trop complexe dans des entreprises de services, c'est le DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Voilà. Ça, c'est un document, vous pouvez à la limite un peu le passer à la trappe il y a quelques années, maintenant c'est plus possible. Covid, télétravail, ce sont des risques qui doivent apparaître dans vos DUERP. Voilà. Les salariés font de plus en plus attention, l'inspection du travail encore plus. Donc il faut rédiger un document qui vous permet de mettre quels risques vous avez dans l'entreprise. Vous avez tous des risques qui sont inhérents en fait à l'exécution des fonctions. Et quelles mesures de prévention vous pouvez prendre pour les diminuer ou les supprimer. Voilà. Ça, c'est un document qui doit être mis à disposition, qui doit être conservé dans les locaux et mis à disposition des salariés, des autorités. Et ça, encore une fois, voilà. Faites-le, ça peut se faire sans consultant qui coûte très cher, sans même la médecine du travail, dans les entreprises de services. Et voilà, nous on le fait régulièrement pour nos clients et ça se passe très bien et c'est pas long. Et ça vous protège. Voilà. J'en ai terminé sur ce volet juridique. Alors une fois qu'on a rempli toutes ces obligations, qui sont quand même nombreuses, place à l'accueil du nouveau collaborateur ou de la nouvelle collaboratrice, avec des bonnes pratiques pour à la fois que l'expérience soit bonne pour cette personne, mais aussi pour que vous, en tant qu'entreprise qui accueille, vous ayez finalement une embauche qui marche, qui fonctionne et qui perdure. On l'a décortiqué en 3 temps finalement. Avant l'arrivée du collaborateur,
il y a un aspect non négligeable, mais que parfois, dans la précipitation, on oublie un peu, c'est la partie communication. C'est-à-dire qu'il y a eu l'embauche, il y a eu les échanges autour du contrat de travail, et puis il y a le premier jour où cette personne arrive. Entre-temps, il y a une communication qui est nécessaire, déjà pour maintenir le lien, qui est essentiel, pour que cette personne sache qu'elle est attendue, encore une fois, mais aussi pour finalement déstresser sur cette première journée qui, peu importe le niveau d'expérience qu'on a et peu importe ce qu'on a fait avant, le premier jour reste un jour clé pour tout nouvel employé. Donc communiquer sur les horaires d'arrivée, qui va vous accueillir, comment. C'est basique, mais c'est essentiel. Et puis le petit plus, c'est un mot du manager quelques jours avant, qui sent que voilà, on rejoint une équipe et que notre arrivée va faire la différence. Ensuite, sur la préparation, au-delà des démarches administratives qu'on a pu voir précédemment, il y a tout l'aspect matériel. Alors, matériel, effectivement, pour bien faire son travail, son ordinateur, tout matériel que vous jugez nécessaire. Mais il y a aussi le petit plus qui est un welcome pack envoyé quelques jours avant ou même le jour J. Ces petits goodies ou ces petits éléments qui sont propres à votre entreprise et qui sont toujours hyper appréciés d'un nouveau collaborateur. Et enfin, en termes d'organisation, on aime bien le principe du parrain, ce qu'on appelle le buddy, qui est de donner une personne référente au sein de votre structure qui n'est ni le manager, ni le RH, mais cette personne avec qui on va pouvoir oser finalement poser certaines questions. On ne sait pas si on peut la poser à son manager, qui va un peu décoder finalement la culture de l'entreprise qu'on rejoint et être cette personne qui va, dans les premiers jours, finalement être votre compagnon de route. On a une checklist aussi qui est intéressante pour le manager, pour s'assurer finalement qu'il a bien préparé. Alors, ce n'est pas hyper lisible, mais on pourra vous la montrer plus en détail, mais finalement, ce qu'il faut faire 1 à 2 semaines avant, la veille de son arrivée, le premier jour avec évidemment le petit déjeuner d'accueil, première semaine, premier mois, 4 premiers mois. Ce qui est intéressant de voir là, c'est que finalement, l'onboarding, il n'est pas le moment avant et le jour J, mais c'est un onboarding qui se fait sur l'intégralité finalement de la période d'essai et même plus, puisqu'on peut considérer que la première année dans une structure est toujours une année pleine de nouveautés. Et donc c'est important aussi de cadencer cette intégration et de bien se poser les choses, ce qu'on attend du manager, ce qu'on attend du parrain. Voilà, donc on a mis des petits exemples qu'on pourra vous donner, mais qui sont toujours bons à avoir en tête. Et donc le jour J arrive, et donc cette journée doit être spéciale parce que c'est une journée qu'on a attendue. Donc il y a évidemment le petit déjeuner, la matinée de l'onboarding. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne dans vos structures, mais c'est vrai qu'on peut s'attendre le premier jour à avoir une présentation de l'entreprise, ou en tout cas de donner des éléments qui vont être nécessaires pour démarrer. Expliquer aussi ce qui va se passer, parce qu'il y a toujours cette notion d'inconnu, on n'ose pas forcément poser des questions, donc dire voilà ce qui va se passer demain, voilà ce qui va se passer la semaine prochaine, et voilà le temps que l'on va dédier finalement à ton intégration dans l'entreprise, pour que cette personne n'avance pas finalement un peu dans le flou, mais sache exactement combien de temps va durer cette période. Alors le petit plus, c'est quand on peut faire des promotions, quand on peut grouper des arrivées, c'est toujours intéressant et rassurant pour une nouvelle personne de commencer avec quelqu'un d'autre, de commencer même avec une promo lorsqu'on a beaucoup de recrutement. C'est pas toujours possible, mais quand on peut se permettre peut-être de décaler une arrivée à 1 ou 2 semaines parce qu'on sait que quelqu'un d'autre va arriver, nous c'est notre recommandation pour vraiment créer ce phénomène de promotion. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est la présentation des départements et des équipes, puisque finalement on ne va pas forcément tout de suite aller se balader comme si on était ici depuis des mois, et donc c'est toujours agréable d'avoir une personne qui va vous présenter les différentes équipes et aussi vous présenter les personnes avec qui vous allez travailler le plus au quotidien, pour déjà créer un peu ce cadre de référence. Et puis, on n'y pense pas toujours, mais il y a quand même un stress de se dire
en fait, c'est un environnement que je ne connais pas ou peu. Certains sont venus pour les entretiens, mais finalement, sont venus de l'accueil à la salle d'entretien, n'ont pas vu beaucoup plus. Donc c'est bien de faire un tour des locaux, de repasser rapidement les points administratifs. Et si vous avez un guide du salarié, alors un guide du salarié, ça peut être quelque chose de super élaboré, mais sinon c'est finalement un petit document qui va expliquer les règles de fonctionnement. Encore une fois, l'idée c'est de donner le maximum de clés pour que le ou la nouvelle arrivante se sente dans un terrain connu. C'est un peu tôt, mais en tout cas, ait l'impression de naviguer avec toutes les informations nécessaires. Et puis ensuite, il y a l'après. Et l'après, c'est souvent une partie qu'on sous-estime. C'est-à-dire que l'onboarding, il ne dure pas que le premier jour, que la première semaine. Il ne dure même pas que la période d'essai. Encore une fois, comme je le disais, ça peut durer plusieurs mois. Et donc, c'est très important d'avoir ce suivi RH. Déjà, pour avoir la première semaine, s'il y a des rectifications à faire rapidement, il faut les faire très très rapidement. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une discussion au bout d'un mois. Parfois, il suffit juste de petits ajustements qui vont faire que l'expérience va être positive. Donc, un point RH au bout d'une semaine. Un mois, on aime bien faire le rapport d'étonnement, alors sans faire quelque chose de très formel, mais de prendre ses premières impressions, ce qui a été positif, ce qui étonne plus, ce qu'on pourrait corriger. C'est un moment qui est nécessaire avec les équipes RH et aussi souvent avec le manager qui doit être impliqué dans ces questions. Et puis le point à 4 mois qui est souvent un point à la fin de la période d'essai. C'est aussi le moment de prendre des retours sur le processus d'intégration, ce qu'on pourrait mieux faire quand on accueille quelqu'un, même si on en est à sa je ne sais combienième intégration au sein de l'entreprise. Il faut aussi perpétuellement se demander ce qu'on peut faire différemment dans des contextes aujourd'hui où il y a de plus en plus de personnes potentiellement à distance. Est-ce que notre processus d'intégration est adapté? Est-ce qu'il est adapté aussi aux différents modes de vie des personnes qu'on accueille? Ça, c'est vraiment, ça fait partie aussi de la culture d'inclusion qui est très importante. La période d'essai, alors là, c'est un volet aussi très lié finalement à l'aspect juridique, mais une période d'essai, qu'on décide de la valider, de la renouveler, de l'arrêter, elle doit se baser sur des éléments concrets. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans l'observation uniquement, mais on regarde les objectifs qui ont été fixés. Est-ce qu'on est, on va dire, dans la bonne direction ou pas? Permettre aussi à une personne qui peut-être un démarrage plus difficile de pouvoir se réajuster. Ce n'est pas parce que les premières semaines sont un petit peu chaotiques que ça veut dire que la période d'essai ne sera pas validée. Il faut aussi laisser le temps à certaines personnes de s'acclimater. Donc c'est très important toujours d'anticiper ce moment-là. Et puis, voilà, comme on le dit, ne pas s'arrêter aux premières semaines. Et ça, c'est un point sur lequel on accorde beaucoup d'importance, c'est-à-dire qu'il y a la période d'accueil, donc l'onboarding, et puis on a aussi quelques événements, quelques rencontres qui permettent de maintenir aussi cette période d'intégration et aussi de retrouver d'autres personnes qui ont commencé. Donc, par exemple, on organise ce qu'on appelle Meet the Leadership Team. Donc, au bout de quelques mois, on a un de nos leaders qui vient passer du temps avec nos nouveaux arrivants pour partager lui son expérience. On a des rencontres régulières avec les promos. Et ça, encore une fois, ça fait partie de l'expérience. Je pense que ce qui est important aussi aujourd'hui avec ces bonnes pratiques, c'est de montrer qu'il y a des bonnes pratiques juridiques auxquelles on va devoir penser parce qu'elles sont indispensables, mais il y a aussi des bonnes pratiques en termes d'expérience qui vont être à la fois bénéfiques pour la nouvelle personne que vous accueillez, mais aussi pour vous, pour être sûr que finalement, cet investissement que vous avez passé dans le recrutement, dans l'accueil, est possible et réussi.